Jean-Jacques Crèvecoeur, bonjour. Bonjour Salim. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview concernant, bien entendu, l'actualité brûlante de la pandémie de coronavirus. Nous sommes le 2 mai 2020. Je sais que c'est votre anniversaire aujourd'hui, donc il n'y a pas de Absolument. hasard. Et je voulais, avant de commencer, présenter à nos auditeurs, à nos lecteurs, aux internautes, une petite biographie succincte de votre personne. Vous êtes né donc en 61 en Belgique, le 2 mai donc. Vous avez réalisé un cursus de 4 ans en physique quantique, 2 de philosophie et pédagogie. Et vous êtes l'auteur de 10 livres, dont Relations et jeux de pouvoir, Le langage de la guérison, Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent, etc. Dans ces titres ont été publiés aux éditions Jouvence. Vous êtes également donc aujourd'hui formateur et conférencier. Vous l'êtes depuis 1989 pour le grand public et les entreprises. Vous avez fondé une école en ligne en 2013 avec près de 10 000 étudiants. Vous animez également une chaîne YouTube avec 150 000 abonnés qui a totalisé 3,2 millions de vues en 4 mois apparemment. C'est assez exceptionnel. Donc, vous vous êtes donné pour mission d'apprendre aux gens à vivre leur vie de manière consciente, autonome et responsable sur les 3 plans de l'existence. Donc, le plan physique, le plan psychologique et le plan spirituel, afin de donner un sens à leur vie. Vous êtes un lanceur d'alerte et défenseur des pratiques médicales respectueuses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Et donc, pratique médicale respectueuse de l'intégrité et de l'intelligence du corps. Et vous militez pour la liberté du choix thérapeutique en cancérologie ou pour l'information libre, ainsi que vous combattez vigoureusement les conflits d'intérêts. Et Dieu sait que nous en avons comptabilisé des centaines dans cette crise. Vous vous êtes battu contre le projet de la vaccination obligatoire H1N1 en 2009 et c'est là où on s'était connus, où j'étais venu, enfin pas personnellement, mais j'étais venu à votre conférence à Marseille. Donc c'était la fameuse fausse pandémie qui avait fait pchit. Et vous êtes le président du groupe local Stoppant la 5G dans votre village au Québec, parce qu'il faut le dire, vous êtes depuis une dizaine d'années, c'est ça, au Québec ? Ça fait 17 ans que je suis au Québec. 17 ans, d'accord. Ça fait Oui. 17 ans que vous êtes au Québec. Donc, vous militez pour arrêter le déploiement de la 5G et vous vous battez actuellement contre l'obligation vaccinale liée au Covid-19 et contre le projet de passeport numérique proposé par les différents gouvernements sous comment dire, manipulé par Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, etc. Donc, cette introduction étant réalisée, je crois que j'ai rien oublié, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, c'est parfait, c'est très bien. Donc, je vais commencer par, j'ai alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 questions à vous poser. OK ? On va commencer par une question essentielle, celle de la censure. J'ai cru comprendre, j'ai pas compris, c'est une réalité. Vous avez été censuré par YouTube, votre vidéo numéro 33 qui a totalisé des millions de vues sur différents supports et sur YouTube, je crois 1 million, je ne sais plus combien. Il y avait 850 000 sur ma propre chaîne, oui. Oui. Ouais, c'est quand même énorme. Donc, vous avez été carrément censuré pour des raisons que j'imagine que vous allez expliquer. Et je voulais que justement, je ne sais pas si vous avez vu hier en France, j'imagine que vous suivez l'actualité aussi bien canadienne que belge que française. Tout à fait. En France, le gouvernement, via Sibeth Ndiaye, vient de nous expliquer ils ont mis en ligne une page, un site, sur le site du gouvernement, il y a un onglet, Desinfox, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite à l'écran, c'est extraordinaire, hein. Desinfox coronavirus. Donc, et là, je vais juste vous lire ce truc, c'est orwellien, hein. Depuis le début de l'épidémie, le caractère inédit de la situation favorise la prolifération de fausses informations. Plus que jamais, se fier ou partager des informations non vérifiées peut induire des erreurs et engendrer des comportements à risque. Pour se protéger et protéger les autres, il est nécessaire de se référer à des sources d'informations sûres et vérifiées. Des journalistes spécialisés démêlant le faux du vrai, blablabla. Bla, 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 bla.
Donc, c'est orwellien, c'est-à-dire qu'on nous explique que des fausses nouvelles peuvent se… C'est comme si on aurait dit qu'il parlait du sida. Vous voyez, il faut se protéger, protéger les autres. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vivez ça? Et pour vous, enfin, quel message ça nous envoie? Mais en fait, ça nous envoie plusieurs messages. Le premier message, c'est que je pense que les gouvernements et les médias dominants sont en totale perte de vitesse et en totale perte de crédibilité, et ils imaginent encore que le public a un âge mental de 3-4 ans et que le public ne va absolument pas discerner et distinguer les mensonges et les manipulations qui sont, je dirais, patents. Donc, je ne comprends même pas comment ils osent encore tenir un discours comme ça en disant « mais attendez, faites confiance aux journalistes professionnels ». On a quand même quelques dizaines d'années de recul pour la plupart d'entre nous et on sait avec le recul que les médias dominants sont coincés par des conflits d'intérêts, sont coincés en fait de toutes parts, parce que d'une part, il y a le fait que les médias appartiennent déjà à des grosses fortunes qui ont des intérêts dans le pharmaceutique, dans l'agroalimentaire, dans l'énergétique, etc. Ce qui fait qu'il est rarissime que dans les médias dominants, on ait des émissions qui soient je dirais, qui soit équilibré, qui soit neutre, qui fasse un travail véritablement journalistique pour présenter les différentes alternatives de santé. Quand on parle des médecines alternatives, par exemple, c'est très souvent pour les démolir, les ridiculiser, ou alors… en fait, ce qui devrait interpeller les personnes qui nous entendent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de vaccination, lorsqu'on parle de médecine classique, je dirais, de médecine officielle, il y a la plupart du temps que des représentants de la médecine officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradicteurs. Par contre, lorsque on présente l'ostéopathie, l'homéopathie, etc., ils mettront systématiquement un ou plusieurs contradicteurs en disant qu'à ce moment-là, ils font leur travail de neutralité journalistique. Mais alors, s'ils font un travail de neutralité journalistique, pourquoi chaque fois qu'ils font une campagne de vaccination ou d'incitation à la vaccination contre la grippe saisonnière, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils n'invitent pas systématiquement un contradicteur ou des contradicteurs, parce qu'il en existe beaucoup. Donc ça, je dirais que c'est un premier point, c'est que ceux qui possèdent les médias ont tellement d'intérêt à perdre dans l'agroalimentaire, je dirais, dans le pharmaceutique, dans l'énergétique, etc., que évidemment, ils ne vont pas inviter des contradicteurs ou ils ne vont pas leur donner la parole. L'autre chose, c'est que les médias dépendent aussi des annonceurs. Or, on sait très bien, et pour avoir quand même pas mal d'amis dans le monde du journalisme, c'est clair que si des émissions au niveau du contenu vont à l'encontre des intérêts de certains annonceurs, eh bien, il est clair que les annonceurs vont retirer leur bille de cette chaîne ou de ce canal, que ce soit la presse écrite, la presse radio ou la presse télévisée. Donc, il y a un rapport à l'argent qui fausse complètement le rapport à l'information. Tout à fait. Sans compter le fait qu'effectivement, il y a et ça, je dirais que c'est peut-être le troisième point, c'est que l'origine des informations diffusées par les journalistes viennent d'agences de presse qui sont hyper centralisées et les journalistes n'ont plus les moyens. Et je dirais que là, on peut peut-être donner un petit… allez, allez, on va pardonner un petit peu les journalistes dans le sens où on sait que les budgets pour le journalisme d'investigation ont été énormément diminués, ce qui fait que les journalistes n'ont plus le temps de mener des enquêtes, parfois sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et ils vont donc prendre l'information toute cuite et ils vont la rediffuser. Donc, en fait, ils ne sont que des canaux, je dirais, quasiment… inexistant et insipide de l'information qui est donnée par l'agence France Presse ou par Reuters ou d'autres grandes agences d'information. On a vu dernièrement un journaliste, Vincent Olivier, qui est un lobbyiste de Big Pharma, qui a sur l'Express, qu'il a pondu un papier extrêmement virulent contre le professeur Didier Raoult et l'hydroxychloroquine, mais extrêmement virulent. D'ailleurs,
C'est déontologiquement parlant, c'est pas de journalisme. Hein. Et ce monsieur, il a donc une boîte de lobbying qui s'appelle Recto Verso Conseil, je crois. J'ai fait une petite vidéo le concernant sur ma chaîne YouTube. Et quand vous voyez ses clients, il y a Pfizer, il y a MSD, donc Merck and Company, il y a Gilead. Gilead et son Remdesivir, il manquait juste Abvi et le Caletra. Et en fait, comment, je pose une question simple. Ce monsieur qui fait ça, qui se dit, je vais faire ça, je vais publier ce papier dans l'Express. Selon vous, est-ce que c'est l'arrogance de la surpuissance de Big Pharma qui lui dit, bon, fais-le, on s'en fout, même tu fais ce que tu... Enfin, on tient le pouvoir, ou est-ce que c'est de la bêtise crasse? Est-ce qu'il est stupide au point d'oublier, parce que là, le conflit d'intérêts, on le voit. Enfin, logiquement, il ne devrait pas avoir le droit de parler. Enfin, il défend les billes de Big Pharma. Donc, selon vous, où est-ce qu'il est naïf? Il est tout naïf, il est tout gentil. Il se dit non, mais moi, je travaille avec eux, mais je suis désolé, c'est pas pour autant que je suis leur esclave. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, selon vous, parce que franchement, moi, c'est un mystère pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un mélange et d'une personne à l'autre, ça change. On peut toujours évidemment donner le bénéfice du doute au départ, mais je dirais que si on va un peu plus loin, moi j'estime que chaque personne qui prend la parole dans les médias devrait faire un travail d'introspection et de se demander est-ce que la démarche que je suis en train de faire est une démarche honnête? Quelles sont mes motivations profondes? Et ce que je déplore, c'est que beaucoup de lobbyistes et beaucoup de journalistes sont en plus sincères, mais ils sont sincères parce qu'ils ne se sont jamais posé la question morale en se regardant dans un miroir, en se demandant, mais finalement, qu'est-ce que je sers? Quelles sont les valeurs que je sers? Quels sont les intérêts que je sers? Donc pour eux, j'ai rencontré beaucoup de journalistes, hein, étant auteur de livres, j'ai été énormément invité dans les studios de radio. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui ne se sont jamais posé la question, qui n'ont jamais remis en question certaines choses auxquelles ils croient. C'est-à-dire qu'on est dans un système de croyance qui fait que Big Pharma n'a même pas besoin de faire pression sur ces gens-là, parce que ces gens-là sont acquis à une cause, ils sont acquis. Bon, ça fait longtemps que je prétends que la médecine est devenue une religion, dans le sens où sur un certain nombre de débats, comme le sida, comme la cancérologie, comme la vaccination, il n'y a pas de débat possible. Et quand on remonte, je dirais, même jusqu'à la formation initiale des médecins, j'ai aussi beaucoup d'amis médecins qui sont sortis un peu de la norme, c'est pour ça qu'ils sont mes amis d'ailleurs, ou qui sont devenus mes amis. Ces médecins me disent, sur 6 ou 7 ans d'études en médecine, ça dépend des pays, on nous parle au mieux pendant 4 heures de la vaccination sur 6 à 7 ans de médecine. Ce qui veut dire, et qu'est-ce qu'on leur dit en 2 à 4 heures? On leur fait une histoire hagiographique de Pasteur, c'est-à-dire qu'on l'élève au rang de saint, et on donne simplement le calendrier, on enseigne aux médecins le calendrier vaccinal et les quelques précautions à prendre en cas de choc anaphylactique. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a zéro discussion critique sur même le principe de la vaccination, qui est un principe qui est totalement erroné. Alors, on peut comprendre que Pasteur se soit trompé il y a 150 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien qui était développé en termes d'immunologie et de virologie, mais depuis lors, on a des connaissances très précises de comment fonctionne le système immunitaire et comment fonctionne un système bactérien ou un système microbien. Donc, on aurait dû remettre totalement en question le principe de base de la vaccination, qui est un principe qui ne repose sur rien. Mais on est dans une religion. Donc, en fait, finalement, je pense que ces journalistes, en plus évidemment du confort d'avoir des rémunérations extrêmement élevées. Hein. Je lisais un petit article sur Michel Sim qui
a revendu son émission, je crois, l'année dernière pour une somme de 6 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, ce qui est quand même assez choquant. C'est quelqu'un qui fait de la propagande pour Big Pharma et juste, si mes souvenirs sont bons, c'est une émission ou c'est un concept d'émission qu'il a revendu pour 6 millions d'euros. Moi, j'aimerais bien avoir le millième de cela pour faire le travail que je fais bénévolement depuis plusieurs mois. Et ce que vous faites aussi bénévolement, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ces gens-là, ils sont coupables d'un manque de conscience, mais pas au sens moral, simplement un manque de conscience de mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il y a zéro remise en question. Je suis dans un dogme, je suis dans une religion et je travaille au service de cette religion. Et c'est face à des gens comme ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est très, très difficile de dealer avec ça. J'ai un prof de philosophie des sciences, parce que moi, je me suis passionné pour l'épistémologie des sciences et je me suis même spécialisé en épistémologie des pratiques médicales. Donc, l'épistémologie, c'est regarder avec un recul la manière dont fonctionne une pratique. Excusez-moi, voilà. Il y a des gens qui me téléphonent pour mon anniversaire et j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et j'avais un prof de philosophie des sciences qui disait le propre d'une croyance, le propre d'une idéologie, c'est qu'elle est totalement transparente. C'est un peu comme une vitre de verre qui est tellement bien nettoyée qu'on ne se rend pas compte qu'on est déconnecté de la réalité. On croit qu'on est dans la réalité, alors qu'en fait, cette croyance est un obstacle entre la réalité et notre propre conception des choses. Ouais, c'est le principe des paradigmes. On est dedans et on ne se rend pas compte, on ne conçoit pas qu'il y puisse y avoir d'autres réalités. Je vous ai entendu parler du Covid, du SARS-CoV-2, donc du virus, et pour vous, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est un agent de nettoyage des corps déséquilibrés. Après, je vais vous donner mon avis parce que je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Donc, pour vous, c'est une occasion, enfin, c'est un moyen de nettoyer les corps déséquilibrés. Qu'est-ce que vous pouvez développer? Oui, alors évidemment, c'est quelque chose qui peut paraître choquant la première fois qu'on entend ce genre de choses, parce que quand on entend que les virus peuvent être des agents qui coopèrent avec la dynamique homéostasique du corps, ça paraît choquant parce que depuis Pasteur, nous avons dans l'inconscient collectif cette notion que les microbes sont mauvais. Alors, bon, maintenant, on commence à accepter le fait que dans l'intestin, dans le système digestif, on a toute cette flore intestinale. On sait maintenant qu'on a 10 fois plus de microbes dans le corps que nous n'avons de cellules dans le corps. Donc, on se rend bien compte qu'on vit en synergie, mais malgré tout, il reste cette croyance que certains virus venant de l'extérieur peuvent nous rendre malades et nous tuer. Bien. Alors, je dirais que je veux développer ma réponse en 2 points rapidement. Premier point, c'est que pour accepter l'idée qu'un virus devienne un agent de rééquilibrage, c'est comme ça que je l'appelle, ou un agent de nettoyage ou un agent de reconstitution, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle la maladie. Et ça, moi, je l'ai compris à partir du moment où je me suis intéressé à l'homéopathie, donc il y a très très longtemps, c'était en 1984-85, quand un ami m'a dit, parce que j'avais des problèmes de santé pour lesquels la médecine allopathique me disait qu'il n'y avait rien à faire et qu'il faudrait que je vive avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est là qu'un de mes amis m'a dit, il faudrait peut-être que tu te tournes vers l'homéopathie. Mais moi, comme j'étais scientifique, je lui ai dit, mais je ne me tourne pas vers l'homéopathie sans avoir d'abord une compréhension de ce que c'est l'homéopathie. Donc, j'ai lu des bouquins sur la science de l'homéopathie, écrits par Vitulkas, et c'est là que j'ai compris que les maladies, ça fonctionne en 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase où on est en déséquilibre, la phase de surstress. C'est là où le système orthosympathique est activé. C'est-à-dire que là, on est en déséquilibre, on est en stress, on est en conflit avec l'extérieur, avec l'intérieur, etc. Donc, bon. Et dans ces phases de stress, et ça on le voit dans la nature animale aussi, dans ces phases de stress, il n'y a pas de symptômes.
Il n'y a aucun symptôme. Pourquoi? Parce que quand on est en phase de stress, si je prends l'exemple d'un animal qui se fait poursuivre par son prédateur, ben, ce n'est pas le moment d'avoir mal aux jambes, ce n'est pas le moment d'avoir envie de faire pipi ou caca. Donc, en fait, tout va être bloqué au niveau physiologique pour pouvoir s'occuper de la survie. Ça, c'est la première phase des maladies. Donc, et plus le stress va durer dans le temps, plus le déséquilibre va être important. Et au moment où on peut enfin se reposer, au moment où enfin on peut lâcher ce stress parce que notre survie n'est plus menacée, on va passer dans la deuxième phase qui est l'activation du système parasympathique cette fois-ci, où c'est le nerf vague qui va intervenir dans le système nerveux autonome. Et c'est là, à ce moment-là qu'on va observer tous les symptômes observables habituellement, c'est-à-dire des éruptions cutanées, des excrétions de toutes sortes, hein, des vomissements, des diarrhées, une exsudation, etc., de la fièvre, les douleurs. On le voit aussi hein, avec les gens qui courent le marathon, ils ont mal après avoir passé la ligne d'arrivée, alors que pendant qu'ils courent, ils n'ont pas mal. On le voit aussi dans un grand stress où on doit échapper à un incendie, un accident, etc. On n'a pas mal au moment où on va même se faire frapper par une voiture, mais après, au moment où le stress diminue, c'est là qu'on va ressentir la douleur. Or, dans la vision médicale classique, quand les symptômes apparaissent, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on tombe malade. Alors qu'en réalité, il faudrait se réjouir de cette période-là, puisque c'est le moment où le corps, et c'est une image que j'utilise depuis plus de 30 ans quand je l'enseigne, c'est là que le corps va sortir ses poubelles, c'est-à-dire il va sortir le stress sous forme d'éruption cutanée, sous forme de vomissement, sous forme de diarrhée, sous forme de fièvre, sous forme de boutons, etc., etc. Et c'est là où il y a un grand malentendu avec la médecine allopathique, c'est que la médecine allopathique s'est donnée comme mission de retourner les symptômes à l'intérieur du corps, c'est-à-dire de supprimer les symptômes. Je parlais encore avec une dame l'autre jour qui me disait que son enfant, après une vaccination, avait commencé à faire de l'eczéma. Et bien entendu, le médecin, enfin le pédiatre a soigné cet enfant ayant de l'eczéma avec une pommade à la cortisone. Effectivement, l'eczéma a disparu, mais l'enfant, un mois plus tard, a commencé à faire de l'asthme. Et avant que cette dame termine sa phrase, je lui dis, j'imagine que votre fils a dû faire de l'asthme par la suite. Elle me dit, comment le savez-vous? Je dis, parce que le corps essaye de sortir ses poubelles d'une manière ou d'une autre. Il ne peut plus le sortir à travers la peau, il le sort à travers les poumons. Bien. Donc ça, c'est la première partie de je dirais de ma réponse, c'est que si on ne comprend pas que lorsqu'on a des symptômes, on est en processus de rééquilibrage, c'est-à-dire en processus où on sort les poubelles de la maison pour pouvoir retrouver un équilibre, ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle cet équilibre l'eutonie, voilà, c'est ça, l'eutonie, c'est-à-dire une façon de ressentir l'énergie qui est positive. Maintenant, quand on se pose la question, mais quel est le rôle des virus, quel est le rôle des bactéries, quel est le rôle des champignons? Parce qu'en fait, c'est tous les microbes. Eh bien, les microbes interviennent tous dans cette deuxième phase du processus, je dirais, de rééquilibrage. Donc, dans la phase symptomatique. Et donc, les virus, les champignons, les mycobactéries, les bactéries, les bacilles vont intervenir pour aider le corps à se rééquilibrer, à sortir ses poubelles, à réparer ce qui a fait l'objet de lésions, ou donc à reboucher les trous qui ont été faits, ou à détruire les tumeurs ou les masses qui se sont produites pendant la phase asymptomatique, c'est-à-dire pendant la première phase du processus. Alors maintenant, donc,
Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ces virus, ces bactéries, ces mycobactéries sont commandées par le cerveau. C'est-à-dire que, et ça c'est un grand mystère pour les virologues et les immunologues classiques, j'ai lu des livres d'immunologie classique où ils disent, c'est quand même drôle, parfois il y a des individus qui ont des charges virales extrêmement élevées et pourtant ils ne souffrent d'aucune pathologie. Ben oui, parce que pendant la phase de surstress, le cerveau prépare déjà le nombre de microbes dont il va avoir besoin pour intervenir au moment où le stress va être relâché. C'est-à-dire que pendant toute la phase de surstress, il y a une multiplication des microbes, mais où il leur est interdit d'intervenir. C'est un peu comme si on a des troupes armées qui sont là et qui attendent le feu vert pour pouvoir faire le travail de nettoyage. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on meurt? Et c'est là où je termine. Pourquoi est-ce qu'on meurt de maladies infectieuses, de maladies virales, etc. Et donc là, vous voyez, et on comprend à ce moment-là que les virus, les bactéries, etc. ne sont pas la cause de la maladie, mais sont là pour accompagner le processus de rééquilibrage. Sauf que si le stress a été beaucoup trop long avant qu'on passe en phase de rééquilibrage, la quantité de virus, de microbes, etc., est tellement importante que le corps ne va pas supporter cette intervention avec une charge virale extrêmement importante et c'est là qu'on risque de mourir de son processus de guérison. Et c'est là où on peut avoir besoin à ce moment-là d'une approche allopathique qui freine la charge virale ou qui diminue la charge virale pour que éventuellement le processus de guérison dure plus longtemps mais sans faire des dégâts irréparables et irréversibles. Je ne sais pas si j'étais clair, mais pour moi, c'est ça la vision que petit à petit, j'ai pu, je dirais, développer sur le sens des maladies et le rôle des microbes et des bactéries, des virus, etc., dans le processus. En fait, c'est tout un nouveau paradigme. Hein. C'est clairement antinomique avec la médecine moderne, ça je crois que c'est clair, mais c'est votre droit de le penser et c'est une évidence. Moi, je voulais juste vous dire tout à l'heure, comme je disais, je suis d'accord avec vous, c'est que étant en surpoids et vu que le Covid-19 est très sévère avec les personnes en surpoids, je me suis très vite décidé à perdre quelques kilos. Et c'est pareil, j'imagine, pour les fumeurs. Et en fait, c'est vrai que ce virus, il vous donne envie de vous rééquilibrer très vite. Parce que là, on le voit, hein, dès qu'on on a quelques problèmes de santé ou quelques excès, le corps est déséquilibré, en fait. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est une réalité. Tout à fait. Et si je peux rajouter encore une petite chose par rapport au Covid, effectivement, c'est qu'on peut se demander, mais comment ça se fait que ce virus, ce coronavirus, a attaqué essentiellement les personnes âgées? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de mortalité dans les résidences pour personnes âgées? Et la réponse m'a été donnée par Michel Delorgeril, qui est donc médecin, qui agit depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais interviewer dans les prochaines semaines. Et Michel Delorgeril disait ceci, il disait que depuis 20 ans, dans les résidences pour personnes âgées, pratiquement toutes les personnes âgées reçoivent exactement la même ordonnance. C'est-à-dire, ils reçoivent tous des statines, ils reçoivent tous des anticoagulants, ils reçoivent tous des médicaments. Bon, je ne me souviens plus de toute la liste. Et ce que Michel Delorgeril disait, c'est que je dirais que ce systématisme dans la prescription de médicaments qui, en plus, sont complètement inutiles, hein, on le sait maintenant que les statines sont inutiles, on le sait que les anticoagulants ont beaucoup plus d'effets secondaires que ceux contre quoi ils sont supposés protéger les gens, etc. Mais ça met le corps de toutes ces personnes en situation d'inflammation permanente. Et donc, quand vous avez un petit virus qui passe par là, eh bien, le virus, il voit un terrain complètement inflammatoire et il va essayer d'aider ce corps pour sortir de son inflammation. Mais comme l'inflammation est tellement importante, eh bien, je dirais sur le plan énergétique, les personnes ne supportent pas ce travail de nettoyage et vont mourir. Et je trouve que c'est une piste très, très intéressante pour éclairer la raison pour laquelle
les jeunes personnes, par exemple, ou les personnes qui ne sont pas en surpoids ou qui ne sont pas malades, effectivement, ne sont absolument pas touchées par ce coronavirus. Ok. Qu'en pensez-vous de la propagande concernant la manipulation des statistiques sur le nombre de morts? Enfin, j'imagine que vous avez étudié ça. Vous savez que, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. On nous explique qu'il y a 50-60 000 morts aux États-Unis. Et c'est vrai que quand le Kidam écoute ça, sachant qu'en France, on en est à 25-26 000, il se dit c'est catastrophique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Alors qu'il est évident qu'il faut, pour avoir une vision précise de la létalité, c'est de donner le nombre de morts par million d'habitants, par exemple. Et là, c'est systématique partout. On a vu Jérôme Salomon en France nous faire sa litanie de chiffres morbides, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la volonté de l'exécutif, des médias, de se rendre coupable de diffuser autant de fausses nouvelles ou d'informations erronées par omission? Alors, je dirais que même si les chiffres étaient exacts, c'est quand même criminel de faire cela. C'est-à-dire, donc, il y a un double problème dans ce phénomène. Un, c'est que nous sommes face à des chiffres qui ont été artificiellement gonflés. Je peux expliquer en 2 minutes comment ils ont été artificiellement gonflés. Mais même s'ils avaient donné les chiffres honnêtement, s'ils avaient donné véritablement les personnes mortes à cause du Covid-19 et pas à cause d'autres pathologies, même là, ça aurait été criminel. Parce que chaque année, on le sait, il y a, je ne sais plus quels sont les chiffres en France, c'est quoi? C'est 20 000 personnes qui meurent de la grippe saisonnière chaque année en France? Entre 10 et 15 000. Ah, entre 10 et 15 000. Bon, d'accord. Donc, admettons que l'année dernière, en 2019, alors qu'il n'y avait pas de coronavirus, il y avait les virus de la grippe ordinaire. Mais donc, si vous avez compris mes explications d'avant, c'est clair que ce ne sont pas les virus qui provoquent la grippe. Je dirais, on est dans un état de déséquilibre et puis les virus viennent pour essayer de nous rééquilibrer, donc pour essayer de nous aider finalement. Donc, il y a une inversion entre la cause et l'effet. Bon, mais ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais admettons, on a 15 000 morts sur, allez, on va dire 3 mois. Voilà. Ça voudrait dire que 15 000 morts sur 3 mois, si je calcule bien, ça fait 5 000 morts par mois. 5 000 divisé par 30, eh bien, ça fait quelque chose comme 15 à peu près, 16. Oui, c'est ça, c'est 16. Ça veut dire 16 morts par jour. Imaginez que l'année dernière… 160. Ah, 160, pardon, oui, j'ai oublié un zéro. Oui, 160. Imaginez que l'année dernière, le même, comment s'appelle-t-il, Jérôme Salomon, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Imaginez que le même Jérôme Salomon, à partir du 1er janvier, serait intervenu à la télévision tous les jours en disant « Aujourd'hui, la grippe a fait 160 morts de plus. » Et puis le lendemain, « Aujourd'hui, la grippe a fait 163 morts de plus. » Et puis le troisième jour, aujourd'hui, la grippe a fait 146 morts de plus, etc., etc. Ben, en fait, ça aurait mis la population exactement dans le même état de panique. C'est-à-dire que pour moi, le fait de dégrainer le nombre de morts et le nombre de cas positifs, alors qu'on sait très bien que les cas positifs, c'est extrêmement aléatoire la manière dont ils sont, je dirais, discernés et comptabilisés, mais le simple fait de dire, voilà, il y a eu autant de morts de la grippe aujourd'hui, c'est anxiogène. Ah ben, en plus, ça ne veut rien dire pour le public, puisque le public n'a pas de système de référence. C'est-à-dire, il n'est pas capable de comparer cela avec les chiffres habituels de morbidité. Et moi, je dirais, ça me fait sourire. Alors, ne me comprenez pas mal, mais quand les gens à la télévision disent « Oh, chaque mort du Covid, c'est un mort de trop », mais on se fout de notre gueule ou quoi? Tout à coup, les journalistes viennent de découvrir que la mort, ça fait partie de la condition humaine. C'est un scoop là de dire que la mort, ça existe. Mais
tous les jours, il y a 165 000 personnes qui meurent dans le monde. 165 000 personnes. Ça, il suffit d'aller voir sur les sites qui comptent le nombre de naissances et le nombre de morts chaque jour. Et on peut voir que chaque jour, il y a 165 000 personnes qui meurent. C'est normal. Ça fait partie du processus de notre incarnation. C'est notre condition humaine. Donc, quand on nous dit il y a eu 160 morts aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça n'a fait aucun sens. Par contre, si on nous dit habituellement, le nombre de morts de la grippe, c'est 160. Et actuellement, pour le Covid, nous en sommes à 35, ou nous en sommes à 67, ou nous en sommes à 300. Là, ça commence à faire du sens en disant « Ah ah, c'est plus grave que les autres années » ou « C'est moins grave que les autres années ». Là, je commence à avoir des repères. Mais donc, il y a une privation de repères. Et ça, pour moi, c'est le plus grand crime. Après, comme les chiffres du Covid-19 étaient trop bas, ils ont en plus mis dans le même panier des gens morts de cancer en phase terminale, des gens morts de crise cardiaque, des gens morts d'AVC. Il y a même un jeune homme qui a été renversé par un autobus à Berlin et qu'on a compté dans le Covid-19 parce qu'il était porteur du Covid-19 asymptomatique, mais il est mort d'avoir été renversé par l'autobus. Mais on le met dans les statistiques du Covid-19. Donc, c'est vraiment malhonnête. C'est très, très malhonnête. Donc, en fait, ça cache une intention. Alors maintenant, c'est là qu'on serait accusé d'être conspirationniste en disant « Oui, mais c'est parce qu'ils veulent nous vacciner » ou « Mais c'est parce que… » Alors, je veux de nouveau leur laisser le bénéfice du doute. Mais alors, mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça l'année dernière? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça il y a 2 ans, alors que les chiffres étaient strictement identiques en termes de mortalité? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben complètement. Chaque année, on perd 150 000 personnes âgées dans les EHPAD, les établissements recevant des personnes âgées. 150 000 personnes sur 750 000, comment on appelle ça, pensionnaires au total. Donc, ce qui est normal, puisque c'est la fin de vie. C'est logique. Il n'y a rien de plus logique. On ne peut pas s'étonner qu'une personne de 88 ans ou 92 ou 84 décède. C'est dans la… vous savez, des fois même on dit que… enfin, vous avez dit, il décède de crise cardiaque. On peut décéder de rien, juste de vieillesse. Ça y est, le corps est fatigué. Il dit au revoir. Ça y est, il a fait son passage terrestre. Il dit au revoir. Les organes lâchent par fatigue. C'est pas une maladie, la vieillesse. Attention, c'est un phénomène physiologique. Donc, et ces 150 000 personnes, personne n'en parle. Alors moi, j'ai toujours, quand je parle de ça, je rappelle toujours l'épisode de la canicule de 2003 qui a fait 25 000 morts, selon un syndicat de médecins urgentistes. 25 000 morts en un mois. C'était, voilà, c'est mi-juillet, mi-août, quoi. Enfin, allez, en 6 semaines. C'est beaucoup, beaucoup plus sévère, beaucoup plus violent que le Covid-19. Et là, c'est vraiment, ça prend une tournure extrêmement malsaine. Alors, quatrième question, concernant le confinement. On sait qu'il va y avoir des conséquences catastrophiques sur les faillites des entreprises. Qui dit faillite dit détresse, dépression, alcoolisme, drogue, divorce, enfance malheureuse, etc., suicide, violence. On sait aujourd'hui, on l'a vu aux États-Unis, c'est assez spectaculaire, mais en France aussi, c'est le cas. Il y a de la famine en France. Il y a des gens, il y a des distributions de milliers de paquets, de caisses de légumes, de féculents, etc. aux gens, parce qu'au bout de 6 semaines, enfin, voilà, ils n'ont plus rien pour se nourrir. Pourquoi d'autres pays s'en sortent 1000 fois mieux que la France? Et pire encore, on a vu l'Union européenne avec tous les guignols qui nous servent de dirigeants, aujourd'hui communiquer sur un téléthon pour financer un vaccin. Et ce téléthon doit rassembler 7,5 milliards de dollars pour un vaccin contre le Covid-19. Alors ça m'a fait bugger, ça m'a fait vraiment bugger parce que je me suis dit, comment ils ont mis tout le monde sur la paille et en plus c'est à nous de payer. Il faut qu'on paye le vaccin et je me suis rappelé également les chiffres d'affaires, les capitalisations de Big Pharma. On en est à 2000 milliards de dollars. Je me dis comment ils ne sont pas capables de financer
un vaccin. Du coup, voilà, c'est des questions que je me suis posées aujourd'hui. Je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça strictement indécent. J'ai toujours été d'ailleurs contre toutes ces opérations médiatiques où d'ailleurs beaucoup d'artistes sont pris en otage et je ne comprends même pas comment les artistes n'ont pas du recul par rapport à ça, que ce soit le SIDAction, que ce soit le Téléthon, que ce soit la lutte contre le cancer du sein, Les ou restos tous du les cœur. voilà, mais ça n'arrête pas. Et où tous les animateurs de télévision, qui évidemment sont des télévisions qui sont possédées par les mêmes groupes qui ont des intérêts dans les groupes financiers. Donc on comprend que TF1, que Antenne 2, enfin que France 2 et d'autres télévisions, là je parle de la France, mais on peut faire le même constat dans d'autres pays, fassent des immenses opérations médiatiques où on demande aux gens de soutenir la recherche. Euh, alors que je crois, enfin, j'ai lu un article il y a 2 jours qui disait que l'année dernière, Novartis avait distribué 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu garder un petit peu de cet argent pour investir dans la recherche éventuellement, hein? Je ne sais pas, mais 4 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Ça, c'est un. Deux, quand je vois que les compagnies pharmaceutiques dépensent plus d'argent toutes compagnies confondues, pour le lobbying, la publicité et les pots de vin, mais bon, ça c'est pas officiel, je Faut dirais. pas le dire, faut Euh, pas le dire. il faut pas le dire, mais quand des médecins sont invités pendant une semaine dans les Caraïbes pour un séminaire de formation, et ce séminaire, finalement, il y a juste 3 ou 4 heures de séminaire sur 7 jours, et le reste, c'est un séjour tout frais payé par la compagnie. Moi, j'appelle plus ça un séminaire de formation. J'ai été formateur en entreprise, je peux vous assurer que moi, je faisais bosser les dirigeants d'entreprise et les comités de direction que j'accompagnais, hein. Et on commençait à 8h30 du matin et on terminait à 5h30 de l'après-midi. Et le repas de midi, c'était pas de vin et pas de dessert pour que les gens ne s'endorment pas l'après-midi. Ils râlaient, surtout en France, évidemment, parce que le vin, c'était quelque chose de sacré, mais je n'en avais rien à faire. Je leur disais, vous me payez trop cher. Enfin, non, je leur disais, votre entreprise me paye trop cher pour que je vous laisse dormir cet après-midi pendant mon séminaire. Bien. Donc, quand je vois que les compagnies investissent, je crois, 50% de plus en lobbying, en marketing et à tous ces cadeaux pour les médecins qu'en recherche fondamentale, moi, ça me choque énormément. Quand je vois aussi que la recherche ne fait aucun progrès depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire qu'en fait, Tout à fait. comme le disait le professeur Raoul dans une interview il y a quelques semaines, il n'y a aucun nouveau vaccin qui soit sorti des laboratoires de compagnie depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que plus rien de nouveau est sorti des laboratoires. Moi, je me souviens quand j'étais petit, bon, j'ai 59 ans, donc je commence à avoir un peu de recul sur l'histoire. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais la télévision et on nous promettait l'éradication de toutes les maladies pour l'an 2000. Bon, hein, on a dépassé l'an 2000 de 20 ans. Moi, j'ai rien vu changer. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens malades, il y a la dégradation de la santé de la population est Et de de plus en nouvelles plus élevée. maladies. Et les nouvelles Oui, maladies neurodégénératives. Il y a des maladies émergentes. voilà. Et en fait, ce que évidemment personne ne veut voir, c'est que plus le calendrier vaccinal est important dans un pays, plus les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes explosent. Et ça, c'est quand même, ce sont quand même des indicateurs intéressants. J'avais lu un livre écrit par 2 économistes, mais qui s'intéressaient à la question médicale. Et ces économistes avaient regardé le niveau de santé des populations en fonction de la part de PIB investie par chacun des pays dans le domaine de la santé publique. Et en fait, bon, alors évidemment, ils ont distingué les pays industrialisés, donc les pays dits riches, les pays développés, et puis les pays émergents ou les pays en voie de développement. Enfin bon, on change leur nom tous les 5 ans, donc je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui. Mais bon, peu importe, hein, c'est juste pour masquer la misère de tous ces pays-là. Dans les pays riches, dans les pays développés, plus la part de PIB investie en santé est importante,
plus la population est malade et donc plus l'état de santé est dégradé de cette population. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont démontré, chiffres à l'appui, ils ont fait toute une étude là-dessus, ils ont démontré que plus on investit en santé, plus la population est malade et plus les gens tombent malades jeunes et de maladies graves. Ça devrait quand même nous faire réfléchir. Et on nous demande maintenant d'aller chercher dans nos poches, alors que ce sont les gens de Big Pharma, et à commencer par Bill Gates, qui a investi massivement dans pratiquement toutes les entreprises pharmaceutiques, et en tout cas, il est présent dans les 7 entreprises qui sont en train de travailler dans la course au vaccin, ce qui fait que, quelle que soit l'entreprise qui va gagner la course, lui, il va empocher le jackpot. Ce sont des gens comme ça qui sont en train de nous spolier, qui sont en train de nous voler. Je ne sais plus quel observateur, je crois que c'est Pierre Jovanovic. C'est Jovanovic qui s'appelle. Oui, Oui, journaliste économique. oui, c'est ça, voilà. Pierre Jovanovic disait ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. De la galaxie. Je crois que c'est intergalactique même. Ah oui, non, mais c'est inouï. C'est inouï. Fou. Ouais. D'ailleurs, je voulais rappeler un petit détail, cher Jean-Jacques, un petit truc tout bête. Ça fait presque 40 ans qu'ils cherchent un vaccin contre le sida. On l'attend toujours. Oui. 40 ans. C'était le début des années 80, la vague d'épidémie de sida. 1981. On est en 2020. Ça fait 40 ans, c'est presque mon âge, j'en ai 44, qu'on nous explique qu'il faut donner chaque année à telle association, tel truc, bidule. Je rappelle aussi l'ARC, l'association contre le cancer avec Jacques Croze-Marie, qui a dilapidé des milliards de francs, de centimes de l'époque en magnum de champagne, en piscine. Enfin, c'était magique, magique. Il passait à la télé, il a bouffé l'argent des malades. Et donc, le sida, ça fait 40 ans qu'on attend. Donc, qu'est-ce qui nous prouve? C'est-à-dire, il y a un truc qui est très curieux, c'est qu'il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit. On donne de l'argent et personne ne peut dire, mais attendez les gars, ça fait 40 ans que vous cherchez, il serait temps peut-être de trouver. C'est très curieux. Tout ceci est malsain, absurde, et la raison, la logique ne fonctionne plus. C'est juste des avis, chacun dit n'importe quoi. Le sentimentalisme, on va vous sortir un petit gamin de 8 ans qui est malade de myopathie, donc il est sur sa chaise roulante, donc il fait trop de la peine, donc on met la main à la poche. Mais à un moment donné, pareil, le téléthon, il serait temps de trouver, etc., etc. Donc c'est très, très curieux. Concernant le déconfinement, avant-dernière question, vous avez vu en France, c'est une catastrophe. Il y a des erreurs de classification des départements. Les masques, alors les masques, vous savez que je suis chirurgien dentiste, et moi les masques, je les achète, c'est mon outil de travail. Donc les masques, je les achète juste avant le confinement, juste avant, hein, je les achetais à 5 € la boîte. Là, elles sont à 30 € la boîte chez Carrefour, Super U, Leclerc, Intermarché. 30 € la boîte. On nous explique que c'est vendu sans bénéfice. C'est complètement fou. Alors que, je ne sais pas si vous lisez ici, où sont passés les 193 milliards d'euros du budget de la sécurité sociale et de sa branche maladie. Parce que le budget de la sécu, c'est près de 500 milliards. Juste la branche maladie, c'est 200 milliards. Donc, on a l'impression que aussi bien pour les faillites, il y a des grands groupes qui vont profiter des faillites à cause du confinement pour racheter, pour grossir encore plus. Et aussi, vous avez des charognards des masques qui les vendent à 1 € pièce. C'est-à-dire entre 6 à 10 fois, 60 centimes à 1 €, c'est 6 à 10 fois le prix en temps normal. Donc, comment vous observez ce type de comportement? Je trouve ça de nouveau criminel, c'est clair. Et
Et effectivement, ça confirme ce que j'observe et ce que je pressens, c'est que cet arrêt brutal de toute l'économie, c'était une façon de tuer de façon très rapide ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Et moi, ce qui m'a toujours énervé, parce que bon, je suis entrepreneur depuis 1986, donc ça fait maintenant 34 ans que je suis entrepreneur. Ce qui m'a toujours énervé, c'est que lorsqu'une grosse entreprise veut s'implanter dans un pays, on lui fait des cadeaux fiscaux absolument gigantesques. Et le jour où j'ai découvert que 85% de l'emploi dans un pays comme la France, le Canada, la Belgique, etc., 85% de l'emploi est créé par des entreprises qui ont moins de 10 personnes. Ben oui. L'artisanat, les Et à petits ces artisans. gens-là, on ne leur fait jamais aucun cadeau fiscaux. Au contraire, ce sont les entreprises qui sont les plus contrôlées parce que c'est facile à contrôler, c'est facile à redresser, etc. Mais les immenses groupes dont on dit, oh là là, ils ont apporté 5000 emplois. Oui, mais 5000 emplois, c'est 0,0001% des emplois d'un pays, bon sang de bonsoir. Bien sûr. Donc, mais c'est complètement suicidaire même de la part des États d'avoir décidé ce confinement et cet arrêt de l'économie parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va manquer de main-d'œuvre. En fait, tout le monde va être réduit à un état de pauvreté proche de l'esclavage. Euh, et je me dis, à la limite, malheureusement, on n'a pas les moyens de faire cela, mais à la limite, il faudrait leur dire, on ne va pas aller travailler, on ne va plus aller travailler chez Auchan, on ne va plus aller travailler chez Amazon, on ne va plus aller travailler dans ces grands groupes qui sont en train de ramasser les miettes de tous les petits commerces, etc., pour enrichir encore leur richesse, mais totalement indécente. Et alors, soit il faut absolument que tous les entrepreneurs reprennent le travail dès lundi, je dirais, dès le 4 mai. On n'en a plus rien à foutre du confinement. Si toutes les entreprises rouvrent leurs portes le même jour, qu'est-ce que la police, qu'est-ce que la gendarmerie, qu'est-ce que l'armée va faire? Rien du tout. Ils ne peuvent rien faire. Ou alors, il faut dire, ben nous, on ne reprend pas notre travail. Mais pour ça, il faudrait avoir des réserves financières. C'est-à-dire, on s'organise entre nous, les petites gens, comme ça s'est passé en Argentine, où les gens ont dit, OK, vous voulez ça? Très bien. On crée une monnaie locale, on crée une monnaie parallèle et on va gérer les échanges entre nous au niveau de la bouffe, au niveau des services, etc. Et on se déconnecte complètement de ce système bancaire qui nous a ruinés depuis des dizaines et des dizaines d'années. En fait, Justement, c'est le propos, c'est le sujet de la dernière question. Que faire maintenant? Que faire maintenant? Parce que c'est vrai que tout ce qu'on raconte est très anxiogène, donc il faut quand même donner de l'espoir et il faut surtout donner des solutions. Et j'ai vu que vous aviez parlé dans une de vos vidéos de Gandhi, que vous aimiez beaucoup par rapport à sa révolution à l'époque, il y a un bout de temps contre l'Empire britannique. Et moi, enfin, j'ai comme exemple la révolution algérienne du Irak, qui est d'un pacifisme phénoménal, exemplaire, malgré des dizaines de millions de personnes qui sortaient tous les vendredis et les mardis, juste avant l'arrivée du coronavirus, depuis plus d'1 an. Donc, selon vous, voilà, quelles sont les solutions pratiques, immédiates ou pas, hein, mais, mais à mettre en place pour sortir de, j'imagine, enfin, dans tous les domaines, hein, que ce soit la conscientisation des masses, que ce soit le domaine économique, etc. alors, je dirais que pour moi, la première chose, c'est de sortir du conditionnement dans lequel nous avons été placés. C'est-à-dire que rien ne pourra bouger si les personnes, le public, les gens ordinaires, vous et moi y compris, nous défaisons complètement
de la propagande et de la campagne de peur qui a été mise en place. C'est-à-dire que si on reste, c'est-à-dire si on sort du confinement en continuant à avoir peur des virus, en continuant à avoir peur de s'approcher des gens, etc. Enfin, quand je vais faire mes courses, j'y vais le moins possible parce qu'à chaque fois, je dois faire la queue pendant 3/4 d'heure avant de pouvoir rentrer dans mon magasin bio et les gens mettent même pas 1 mètre, même pas 2 mètres, parfois ils mettent 4 mètres entre vous et eux. Et si je m'approche de trop, ils sursautent comme si j'étais pestiféré, comme si j'étais radioactif ou si j'étais porteur de puces qui sont en train de… J'ai ma bouche fermée, comment est-ce que je pourrais les contaminer? Je pourrais être à 2 cm d'eux, je ne les contaminerai pas. Enfin bref. Donc, si évidemment on ne sort même pas de cette croyance de la peur panique du virus, c'est clair qu'on ne va pas en sortir. Parce que ça veut dire que la reprise même économique ne va plus se faire. J'ai été dans un autre commerce, dans mon garage, parce que ma voiture avait besoin de changer les pneus d'hiver pour mettre les pneus d'été, puisque nous, on a les derniers morceaux de neige là dans mon jardin, donc dans quelques jours, je n'aurai plus de neige dans mon jardin. Il est temps, hein, on est le 2 mai. Je vais dans le garage et qu'est-ce que je vois? Un panneau de plexiglas entre la personne qui me sert depuis des années et moi, et avec un tout petit… Donc, comme dans les banques, à l'époque où les banques avaient des vitres blindées, j'ai l'impression, partout où je vais, même mon magasin bio, ils ont un panneau de plexiglas. C'est chiant. Voilà. Si déjà ça, si on ne sort pas de cette croyance que un masque nous protège et protège les autres, un masque, ça ne protège de rien. J'en parlais encore avec un médecin ce matin, Tal Chalère. Il dit, mais c'est d'un ridicule fini parce qu'on a des millions de virus et de millions de microbes par mètre cube. Et quand on respire, certains microbes sont tellement petits qu'ils passent à travers les mailles du tissu. Donc, c'est quoi cette histoire de masque? C'est quoi cette histoire de distanciation sociale, etc. Donc, si on reste dans ces croyances, on est foutu. Parce qu'à ce moment-là, on sera prêt à accepter d'être dépisté. On acceptera que ce dépistage soit inscrit dans une identité, dans un passeport numérique, en attendant que le vaccin injecte éventuellement des nanoparticules qui feront le travail de cette numérisation et de ce traçage numérique de notre état de santé. Donc, en fait, pour moi, la première chose, ça passe par continuer à s'informer à des sources qui sont non contaminées par des conflits d'intérêts. Ça me paraît important. C'est pour ça que votre travail, il est vraiment super important. Le mien aussi, celui de… Silvano Trotta, celui de Thierry Casanova, de Tal Chalère et de plein d'autres, aussi bien en francophonie que dans tous les autres pays. C'est nous qui faisons un travail pour l'instant de réinformation. Après, c'est dans ce sens-là que mes actions sont en train d'aller, c'est d'inviter les gens à reprendre le pouvoir sur leur propre vie. Mais reprendre le pouvoir sur sa propre vie, ça ne se fait pas sans accepter le fait que chaque acte qu'on pose a des conséquences. Je refuse à un gouvernement de me dire ce que je dois faire pour me protéger. Quand le gouvernement nous dit « Ah oui, mais c'est pour vous protéger qu'on fait ça », attends, je n'ai pas attendu le gouvernement en 2020 pour savoir comment je dois gérer l'homéostasie et l'équilibre de mon organisme. Donc, vous me voyez, je n'ai pas l'air d'avoir 59 ans et ça fait 33 ans que je n'ai pas pris une aspirine, un remède homéopathique, rien, un antidouleur, rien de rien. Je n'ai rien dans ma pharmacie sauf des sparadrap. C'est tout. Mais je n'ai que ça. Donc, il va falloir que les gens comprennent que, OK, j'assume le risque d'attraper un virus. Moi, chaque fois que je rencontrais des gens jusque cette année, chaque fois que je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, mais je ne t'embrasse pas aujourd'hui parce que j'ai la grippe », je l'embrassais 2 fois plus qu'une en lui disant « Mais tu sais, on n'attrape pas les virus. Ou même si on les attrape, ils ne vont avoir une action que si on est en déséquilibre. Alors, je te fais la bise sur les 2 joues. » Et je le faisais systématiquement.
parce qu'effectivement, il faut que nous retrouvions la confiance dans notre corps, dans notre équilibre, dans notre système immunitaire, etc. Et si on se rend compte qu'on est fragile parce que surpoids, parce que prise de trop de médicaments chimiques qui mettent un terrain inflammatoire en permanence, et là qui nous mettent à risque, bon ben alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste confiné parce qu'on est en situation inflammatoire, ou est-ce qu'on prend des mesures de rééquilibrage de notre organisme pour être de façon permanente immunisé? Mais moi, je refuse de porter un masque, je refuse ce discours paternaliste où on me traite comme un petit enfant de 3 ans, alors que j'ai fait la preuve dans ma vie, que je prends soin de ma vie. Je n'ai jamais sorti. J'ai une carte d'assurance maladie, hein, assurée d'être malade, donc hein, assurance maladie. Ici au Québec, depuis 17 ans, je n'ai pas sorti une seule fois de mon portefeuille. Pas une seule fois. Mais non, je ne vois pas de médecin, je ne vois pas de dentiste et je n'achète aucun médicament. Pourquoi est-ce que j'utiliserais cette carte? Elle est dans mon portefeuille malgré tout, juste en cas d'accident. Parce qu'en cas d'accident, j'ai besoin de cette carte pour être admis à un hôpital. C'est juste la raison pour laquelle elle se trouve dans mon portefeuille. Mais depuis 17 ans, elle n'est jamais sortie de son emplacement. Donc, je crois que c'est ça. Ça passe par une réinformation et puis une reprise de confiance dans notre propre pouvoir de maintenir notre équilibre. Et je refuse à qui que ce soit de dire ce qui est bon pour moi. Ça, c'est de la dictature de la pensée, c'est la dictature médicale, et ça, pour moi, c'est inacceptable. Voilà ma position. Après, chaque personne qui nous écoute va faire ce qu'il sent. Moi, je serai restaurateur, en tout cas, c'est clair que je n'aurais jamais fermé mon restaurant. Et j'aurais dit aux gens, ceux qui n'ont pas peur d'être contaminés, bienvenue chez moi. Voilà. Ceux qui ont peur, je vous respecte. C'est la même chose pour la vaccination. Oui, je suis contre la vaccination parce que c'est une aberration sur le plan scientifique. Mais bon, peu importe, même si j'étais pour la vaccination, je continuerai à lutter pour la liberté de choix. C'est-à-dire pour que ceux qui veulent se vacciner, eh bien, allez-y. Mais si vous croyez vraiment à la vaccination, pourquoi est-ce que vous auriez peur de ceux qui ne sont pas vaccinés? C'est les non-vaccinés qui devraient avoir peur. Pourquoi est-ce que les vaccinés ont peur des non-vaccinés? Vous êtes protégés, les gars. Donc, allez-y, courez, vivez. Pourquoi est-ce qu'on veut imposer à ceux qui ne le veulent pas un vaccin qui est supposé protéger la population qui est vaccinée? Bon, donnons à ceux qui ont la croyance que le vaccin peut les protéger, donnons-leur ce qu'ils veulent, avec tous les risques d'effets secondaires qui sont à la clé, mais ça, ils en tireront les enseignements et puis foutez la paix aux autres. Moi, c'est ça mon combat aujourd'hui. C'est même pas de dire il faut interdire tous les vaccins. Non, c'est il faut interdire toute obligation vaccinale, aussi bien pour les enfants, pour les adultes et surtout les personnes âgées. Il y a plein de pays où il n'y a pas toutes ces obligations vaccinales et leur taux de vaccination est supérieur à celui de la France. C'est extraordinaire. Ah, le taux de vaccination ou d'immunisation? Non, de vaccination. Ils se vaccinent plus parce qu'ils y vont de plein gré. Et l'obligation, en fait, elle a un caractère dissuasif parce que personne n'aime être obligé. C'est terrible. Je crois en Suisse, c'est le cas, en Allemagne. Et concernant justement la révolte contre ce confinement, vous avez vu qu'aux États-Unis, il y avait des miliciens armés. En Allemagne aussi, il y a eu des manifestations importantes contre le confinement. Comment vous imaginez la suite? Est-ce que vous pensez qu'il y a de gros risques, parce que les services de renseignement en France n'ont cessé d'écrire à l'Élysée, à l'exécutif, qu'il y avait de très gros risques d'explosion sociale? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une crainte que j'ai parce que les gens ont été tellement, je dirais, tellement coincés. C'est un peu comme allez, comment est-ce que vous dites en France? En Belgique, on appelle ça une casserole à pression, mais en France, vous appelez ça un autocuiseur ou une cocotte minute. Voilà, c'est ça. Oui, parce que dans chaque pays, c'est un terme différent. Il y a l'autocuiseur, il y a le presto, il y a la cocotte minute et la casserole à pression pour les 4 grands pays francophones. Bon, donc la cocotte minute. En fait, on a été tous mis dans un phénomène de cocotte minute. Donc, en fait, les gens ont rongé leurs freins surtout les gens qui étaient en ville, qui n'avaient même pas la possibilité d'aller s'aérer à la campagne, etc. Alors qu'en fait, c'est ça qu'on devrait faire. Il y a un soleil magnifique un peu partout en Europe. On a besoin de soleil
pour booster le système immunitaire. On a besoin d'air frais, on a besoin de pouvoir s'aérer, de pouvoir bouger, etc. Or, on nous dit, non, non, pour votre protection, n'ayez pas de soleil, n'ayez pas d'air pur, restez coincé dans votre appartement. Merde, c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Bon, bref. Donc, il y a ce phénomène de cocotte minute qui risque très vite de déraper dans la violence, surtout si la police continue à avoir l'attitude complètement imbécile je dirais, de continuer à dresser des procès-verbaux parce que vous avez fait quelque chose qui n'était pas permis. Alors, je ne connais pas le détail du déconfinement au niveau de la France, mais je peux vous dire qu'ici au Québec, c'est complètement stupide. Dans ma région, on déconfine à partir du 4 mai, mais les rassemblements extérieurs et les rassemblements intérieurs continuent à être interdits. Alors, je ne comprends pas en quoi c'est un déconfinement si je ne peux même pas inviter mes amis à dîner chez moi, quoi. Ou si je ne peux pas faire un brin de causette sur la place du marché de mon village. C'est quoi l'idée? Est-ce que, de nouveau, on va recevoir des procès-verbaux? Donc, ça risque très vite de dégénérer. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé une série de vidéos et je vais continuer à appeler les gens à la non-violence. Moi, j'ai beaucoup admiré la différence entre l'Allemagne et les États-Unis, dans les images que j'ai vues en tout cas. En Allemagne, ils sont d'un calme, je dirais, ils ont vraiment un caractère posé. Ils sont tous, ils ne marchent même pas, hein, donc ils sont là, ils sont les uns à côté des autres. Ils ne disent rien, il n'y a aucune revendication, mais ils sont là. Depuis plusieurs semaines à Berlin, en tout cas, j'ai vu des images. Ils sont là et ils ne font rien. Donc, du coup, ils ne provoquent pas non plus les forces de l'ordre et ça reste relativement calme. Aux États-Unis, ça a l'air d'être beaucoup plus chaud. Et il faut quand même savoir que le deuxième amendement aux États-Unis, c'est quelque chose auquel les Américains tiennent énormément. Et les États-Unis, c'est quand même un des pays les plus armés au niveau des particuliers. Hein. Michael Moore avait décrit ce phénomène de mort par balle au niveau de la population civile dans Bowling for Columbine, ce fameux documentaire qui date d'il y a 25-30 ans, je crois. Donc, il y a des risques effectivement de débordement. Et donc, c'est là où, en tout cas, les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, moi, je leur dis, choisissez toujours la voie de la non-violence. Mais la non-violence, ça ne veut pas dire être mou, ça ne veut pas dire être tout accepté. Non, c'est je n'accepte rien, mais en même temps, je ne vais pas tomber dans le piège de la violence, tout simplement parce qu'il y a aussi des études qui ont été faites qui montrent que, et ça c'est une des vidéos que j'ai faites d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les mouvements non violents ont 53% de chances d'aboutir, alors que les mouvements violents n'ont que 26% de chances d'aboutir. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur tous les mouvements révolutionnaires et de transformation sociale depuis 1900 jusqu'à 2006. Donc, 323 mouvements différents ont été analysés par 2 chercheuses américaines et elles ont regardé les caractéristiques. Et il y a 3 avantages. Un, donc, on a 2 fois plus de chances de réussir avec un mouvement non violent, mais ferme, hein, 53% de chances. Bon. Deuxième, c'est qu'un mouvement violent ne mobilise en moyenne que 50 000 personnes, alors que les mouvements non violents mobilisent plusieurs millions de personnes. Parce que là, les familles peuvent participer, les enfants peuvent venir, enfin, on va manifester de façon pacifique. Troisième avantage, c'est que lorsque un mouvement non violent réussit à faire basculer les choses dans le sens qu'ils veulent, on se rend compte que dans 40% des cas, au moins 5 ans plus tard, on est encore dans un régime démocratique. Alors que les mouvements violents qui réussissent, hein, donc on prend les mouvements violents qui réussissent, il n'y a que 5% de chances de voir une démocratie encore à l'œuvre 5 ans après la Révolution. C'est quand même intéressant, ça veut dire qu'on a 8 fois plus de chances d'avoir un système démocratique. Et en France, vous le savez bien, 1789 a été suivi quelques années plus tard par le régime de la terreur. Et qui a été bien plus sanglant en 1793, si mes souvenirs sont bons, même si je n'ai pas étudié l'histoire de la France, puisque moi j'étais belge, mais je crois que c'était ça, hein, 1793, la terreur, le régime de la terreur a été bien plus sanguinaire
que le mouvement de 1789 qui, normalement, devait libérer le peuple français, etc. Et donc, 4 ans plus tard, on se retrouvait avec quelque chose de beaucoup plus violent vis-à-vis du peuple que ce qui était supposé l'avoir libéré. La violence attire la violence. La violence attire Voilà, le sang, attire le exactement. sang. Donc, c'est pour ça que je ne prêche même pas la non-violence. Bon, moi, je suis un non-violent depuis toujours parce que je me suis déclaré objecteur de conscience à l'âge de 19 ans. J'ai fait mon service civil, j'ai refusé strictement de participer à quelque action militaire que ce soit. Et même en tant que consultant en entreprise, où j'étais un des consultants les mieux payés de France, j'ai toujours refusé de travailler pour les compagnies pharmaceutiques, pour le nucléaire et pour les industries d'armement. Or, j'aurais pu me faire un fric de fou si j'avais accepté les invitations des compagnies pharmaceutiques, puisque en fait j'avais une telle réputation que ce n'est pas moi qui faisais de la prospection, c'était les entreprises qui venaient à moi pour me demander d'intervenir chez eux. Et j'ai eu beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui m'ont demandé, qui m'ont supplié de travailler pour eux au prix où je voulais. J'ai toujours refusé parce que pour moi, il y avait une éthique, une logique, une cohérence à avoir. Donc, pas d'industrie d'armement, pas d'industrie du nucléaire et pas d'industrie pharmaceutique. Ça a été ma ligne de conduite. Donc, je suis un non-violent, mais même pas pour des raisons morales cette fois-ci. Je suis non-violent pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'efficacité du mouvement. Donc, si le mouvement des Français, des Belges, des Suisses, des Canadiens et de tous les autres, des Italiens, des Espagnols, si le mouvement de déconfinement pour récupérer notre dignité et pour récupérer ce qui reste peut-être des lambeaux de l'économie, si c'est un mouvement non violent, alors on a peut-être des chances de voir se mettre en place un régime peut-être plus démocratique. Si ça se fait dans la violence, c'est clair que le régime va être encore pire que ce que nous connaissons actuellement avec des gens comme Macron, avec des gens comme Justin Trudeau. Justin Trudeau a passé le 1er mai, vous savez avec qui? Avec Bill et Melinda Gates. Ils ont passé toute la journée ensemble et c'est paru dans les journaux mainstream. Donc hier, ils ont passé la journée ensemble à se taper sur les épaules et à se congratuler. Mais ce qui nous attend est pire si on fait l'option de la violence. Ça, j'en suis certain. Je suis entièrement d'accord avec vous. Jean-Jacques Crèvecoeur, merci infiniment pour cet entretien qui était très agréable et très instructif. J'espère que nos auditeurs l'apprécieront. Donc, merci beaucoup. J'espère vous revoir pour une autre occasion, d'autres entretiens selon l'actualité. Donc, merci infiniment de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à partager cette information, cette vidéo, la liker, la commenter. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur, vous abonner également pour avoir son actualité. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Salim et à très très bientôt.